Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui t'aide à optimiser ton entraînement en natation et dans tous les sports d'endurance, sans bullshit. Ici Théo, coach en natation, préparateur physique et passionné de sport d'endurance. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne tout le monde et qui pourtant reste flou, la nutrition. C'est simple, on sait tous qu'il faut bien manger, mais c'est quoi bien manger ? Et surtout, quand on fait du sport, comment adapter ce qu'on mange pour mieux performer, mieux récupérer et éviter de se blesser. Dans cet épisode, je suis avec Arthur Delcourt. Il est diététicien, nutritionniste, chercheur, podcasteur, passionné de sport et ultra compétent. Tu verras, il ne vend pas de rêve, pas de recettes miracles, pas de régime à la mode, mais des bases solides, scientifiques et concrètes. Des repères simples pour adapter ton assiette à ta vie et à ta pratique sportive. Si tu fais de la natation, de la course, du vélo, du trail, si tu veux mieux récupérer, mieux t'alimenter avant tes séances ou juste arrêter de galérer avec l'alimentation, alors reste avec nous. On a parlé d'hydratation, d'ultra-transformation, de glucides, de timing, de signaux que ton corps t'envoie et même de McDo après les compètes. Et si tu écoutes jusqu'au bout, tu verras, tu pourras appliquer plein de choses dès demain. Et tu comprendras aussi pourquoi ce n'est pas toujours de ta faute si tu as envie de finir le paquet de M&M's. Allez, je te laisse avec notre échange. Bonne écoute. Swim Smart, Tri Hard, le podcast pour nager mieux et plus intelligemment. Bonjour Arthur, comment vas-tu ? Théo, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ma passion et mon expertise pour la nutrition, notamment aujourd'hui avec toi. Merci à toi, c'est un plaisir. J'ai découvert ton podcast. Je te laisserai le dire parce que c'est de l'anglais et l'anglais et moi, c'est pas tout Mon à fait anglais ça. n'est pas forcément mieux, mais j'essayerai. Donc juste après, tu diras le nom de ton podcast, mais j'ai découvert en regardant une vidéo où tu interviewais un grand joueur d'échecs, Étienne C'est ça, Bacrou, un grand maître français d'échecs qui est actuellement d'ailleurs encore troisième français au classement. Donc moi-même, j'étais assez impressionné de pouvoir faire un podcast avec lui. Mais au final, ça s'est très bien passé. Je suis très heureux de cet épisode. Je pense que c'est un des épisodes dont je suis le plus fier. Il y en a quelques-uns comme ça que je mettrai dans mon top personnel, puisque faut savoir que parfois, moi aussi, je réécoute mes podcasts. Parce que voilà, on peut oublier certaines choses. Eh ben alors, vas-y. Allez, si tu avais un top 3 des épisodes de ton podcast avant qu'on commence cet épisode, ça serait quoi ? Comme je viens de dire, donc la nutrition des joueurs d'échecs avec le GM Étienne Bacrot, que j'ai beaucoup apprécié, mais du coup personnellement. En termes de contenu de grande qualité, je dirais que le podcast avec le professeur Doré, vu que, pas sur le microbiote intestinal, vu que c'est un chercheur de renommée mondiale en fait sur le sujet, donc c'est vraiment agréable d'avoir comme ça des experts d'un domaine à interviewer. Et puis un troisième, là comme ça, je dirais peut-être celui avec un collègue diététicien qui a fait également un doctorat en nutrition, le docteur Kevin Cessel, qui a également une chaîne YouTube. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pouvez taper docteur Kevin Cessel sur YouTube, qui fait des contenus de très bonne qualité. Et donc j'avais fait un épisode avec lui sur son sujet de thèse qu'il avait fait à l'université Claude Bernard à Lyon, sur la suralimentation, enfin l'adaptation à la suralimentation, donc sur un sujet un peu plus obésité, maladie métabolique. Donc voilà mon top 3 personnel, mais après il y en a plein d'autres, hein. Mais bon, ça je laisserai les auditeurs le découvrir. Avant de commencer, c'est un sujet important qu'on aborde aujourd'hui, donc c'est la nutrition. Allez, je pense que les gens l'auront compris. Est-ce que tu peux présenter ton parcours et que les gens Oui, bien comprennent sûr. pourquoi c'est toi qui es avec moi et pas quelqu'un d'autre, quoi. Oh là. T'as la pression. Donc moi, comme j'ai dit, c'est Arthur Delcourt, j'ai 28 ans, je suis diététicien nutritionniste depuis 2010. Moi, j'ai fait mon parcours en Belgique, c'est-à-dire que j'ai fait un bac plus 3 en nutrition, donc nutrition et diététique plus précisément. Et ensuite, j'ai continué mon parcours, j'ai fait 2 masters en sciences, un à Bruxelles et à l'UC Louvain en sciences biomédicales, et un deuxième à Paris à la Sorbonne en biologie intégrative, physiologie et physiopathologie humaine. Donc là actuellement j'ai beaucoup de projets autour de la nutrition. Voilà, comme tu as dit, j'ai mon podcast Nutrition Sport Health,
où je débat avec, enfin plutôt j'interview, mais parfois je débat avec des collègues, des confrères ou des experts dans le domaine de la nutrition aussi pour les mettre en avant parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours mis en avant, que ce soit par les institutions ou même sur les réseaux sociaux, donc on essaye de se soutenir les uns les autres. Je suis aussi actuellement administrateur de l'association professionnelle des diététiciens en Belgique. Depuis, ça fait 5 ans que je suis dans l'association, mais là, ça va faire 1 an que je suis dans les administrateurs. Je suis membre de différents groupes de travail chez eux. Je suis membre de groupes de nutrition en Belgique et en Europe également. Donc, par exemple, l'ESPEN et la Société belge de nutrition clinique. Que dire d'autre Non, je pense que c'est déjà pas mal. C'est C'est déjà pas déjà pas mal. mal. J'ai déjà fait un peu le tour. Voilà, donc on voit tout de suite que non seulement tu es un passionné de ce domaine-là, d'où ta place ici, et aussi que tu as fait des études, c'est scientifique. C'est pas comme les influenceurs qu'on peut voir qui mangent une salade une fois dans leur vie, qui après se disent nutritionnistes et te donnent des conseils. Ouais, bien sûr, ça c'est vraiment un gros problème qu'on a actuellement avec l'essor des réseaux sociaux. C'est qu'il y a énormément de désinformation qui circule. Parfois, c'est même pas de la désinformation voulue, hein. C'est juste des passionnés qui travaillent plus ou moins dans une profession proche de la nutrition, comme par exemple des coachs ou des professeurs d'activité physique, etc. Ou même parfois des autres professionnels de santé comme des infirmiers ou des médecins. Mais donc parfois c'est pas volontaire en fait de propager de la désinformation. Mais le problème c'est qu'en fait un peu tout le monde se croit diététicien ou en tout cas tout le monde se croit nutritionniste puisque tout le monde fait l'acte de manger. Et donc, c'est parfois compliqué de s'y retrouver quand on cherche des informations fiables sur les réseaux sociaux. Et ça peut mener parfois à des comportements bien. Il y a des jeunes qui peuvent développer des troubles des comportements alimentaires en suivant certains conseils aberrants avec des régimes extrêmement restrictifs. Mais ça, je pense on va en revenir sur les régimes à la mode dans le monde du sport. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est important de s'entourer de professionnels. Mais moi, hein, enfin, de par ma profession, comme je suis des athlètes, il y en a plusieurs qui me demandent quoi manger. Et très vite dans la discussion, je dis voilà, moi, je suis pas nutritionniste. Je me base sur mon expérience et sur mes recherches parce que c'est un sujet qui forcément me passionne parce que ça permet aussi d'optimiser son entraînement. Mais en cas si on veut aller fouiller un peu plus, creuser un peu plus et être vraiment dans le vrai, il faut aller voir un professionnel. Oui, D'où tout à fait, hein. Moi, par exemple, j'ai développé une expertise en nutrition, mais je suis également assez passionné de sport et notamment de bodybuilding. Et c'est pas pour autant que je vais m'improviser coach sportif, tu vois. Et ça, je pense qu'il faut plutôt opter pour la collaboration que l'exclusion et travailler tout seul dans son petit coin et essayer de tout faire, quoi. tout à fait. Je peux que aller dans ton sens. Maintenant qu'on a bien posé le cadre, on est d'accord que les conseils que tu donnes, tu te bases du coup sur ce que tu as appris lors de tes études, sur aussi tes expériences, tes retours. Je suppose que tu en discutes aussi avec différentes personnes pour Des avoir collègues surtout, ouais, effectivement. Et puis sur ma lecture de la littérature, comme j'ai fait mes devoirs pour le podcast d'aujourd'hui. Oui, on a bien travaillé. Et ben on va se lancer dedans. Moi, quand on parle de nutrition, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'on nous dit tout le temps qu'il faut manger bien, qu'il faut manger bien et qu'il faut bien manger, mais on nous explique jamais trop ce que ça veut dire et quel est le rôle d'une bonne nutrition. Est-ce que tu peux nous éclairer dessus ou pas? Je vais essayer, c'est une question assez large au final à couvrir puisque c'est une question simple mais parfois difficile à répondre. Donc quand on dit bien manger, peut-être déjà le rôle de la nutrition, c'est effectivement d'apporter à notre organisme tous les besoins nécessaires en macro et micronutriments pour pouvoir voilà déjà soutenir les activités qu'on a tout au long de la journée. Mais dans le cadre d'un sportif, c'est surtout pour performer. Et donc c'est dans cette optique-là qu'il faut voir l'alimentation. C'est vraiment un plus pour améliorer ses performances au quotidien, que ce soit cognitif et physique. Alors attention, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de régime miracle. Déjà, quand on parle de nutrition de manière générale, mais aussi et surtout pour la nutrition du sportif,
La première chose à avoir en tête, c'est que il faut revenir à une alimentation de base saine et équilibrée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une alimentation qui sera riche en fruits oléagineux, en légumes, en céréales complètes. On va essayer de manger des poissons, de la viande, peut-être un petit peu moins de viande rouge selon les dernières études scientifiques, mais en tout cas, il en faut également. On peut également avoir des alternatives végétariennes, donc tout ce qui est soja, tofu, tout ce qui peut effectivement remplacer la viande, comme les légumineuses les haricots rouges, etc. Une très bonne hydratation, ça c'est vrai que beaucoup de gens oublient le rôle primordial de l'hydratation dans sa vie de tous les jours, qu'on soit sportif ou non, mais ça aussi on va y revenir pour la nutrition du sportif. Éviter l'alcool et puis après tout ça se met dans un cadre global de vie, une hygiène de vie avec essayer de faire des nuits correctes, essayer d'éviter de boire trop d'alcool ou en tout cas si vous pouvez ne pas boire d'alcool, éviter de fumer et quoi d'autre je pense que j'ai déjà fait un peu le tour mais en gros le bien manger au final c'est vraiment essayer d'apporter un maximum d'aliments extrêmement denses nutritivement mais pas forcément des aliments très caloriques parce que par exemple les fruits et légumes sont des aliments qui sont très riches au niveau des micronutriments et au niveau de l'hydratation auquel ils nous apportent. Donc, ce sont vraiment des aliments à mettre, de privilégier dans son assiette. Souvent, quand on prend, si on prend la pyramide alimentaire, on le voit, c'est vraiment en bas l'hydratation, l'activité physique, et puis ensuite c'est les légumes, puis les fruits. Il y a une sorte de hiérarchie. Si on prend la métaphore de l'assiette, souvent on dit, en tout cas pour la population générale, qu'on doit avoir la moitié de son assiette qui correspond à un apport en légumes, et puis un quart féculent et un quart viande, volaille, poisson et alternatives végétariennes. Donc voilà, il y a des choses simples pour bien manger. Il y a un concept pour bien manger que j'apprécie énormément parce que je trouve que ça permet à tout à chacun de pouvoir mieux manger facilement et sans être expert justement dans la micronutrition, la nutrition, etc. C'est le concept d'ultra transformation. Donc sur ce concept-là, j'ai fait un podcast avec le docteur Anthony Fardet qui est chercheur à l'INRA, à l'université de Clermont-Ferrand. Et son sujet de recherche en fait, ça consiste à dire que toutes les maladies chroniques et métaboliques, finalement, comme l'obésité ou le diabète de type 2, qui sont devenus des pandémies selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait, ont triplé en 50 ans. Un des facteurs qui a fortement changé en 50 ans, c'est notre alimentation et notamment l'industrie agroalimentaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on mange de plus en plus des aliments qui sont dits ultra transformés. Donc un aliment ultra transformé, c'est un aliment qui a subi énormément de modifications biologiques, chimiques et physiques, souvent par une industrie agroalimentaire qui utilise des techniques qui sont extrêmement poussées, qui vont donner des produits raffinés. Et donc au final, on va avoir des aliments qui seront totalement déséquilibrés nutritionnellement avec ce qu'on appelle une matrice artificialisée. Les nutriments en fait vont être par exemple digérés et assimilés beaucoup plus vite pour par exemple le glucose ou d'autres nutriments. Et en fait, ces aliments ultra transformés, ils sont liés à tout un tas en fait de maladies chroniques. Donc, ils sont associés à tout un tas de maladies chroniques. Donc, par des études épidémiologiques. Il y a également une étude clinique chez l'homme d'une vingtaine de participants, et c'est la seule d'ailleurs à ce jour sur ce sujet, qui a montré que en 2 semaines, des patients du coup qui mangeaient des aliments ultra transformés versus non transformés, donc dans un processus d'essai clinique randomisé, il y avait déjà des modifications en fait au niveau de leur prise de sang au bout de 2 semaines. Voilà, donc déjà à court terme, il peut y avoir un impact négatif de ces aliments ultra transformés. Et donc le docteur Fardet, lui, il a mis en place la règle des 3 VBLS, qui est d'ailleurs devenue la règle des 4 V récemment pour manger vrai, donc le moins transformé possible, varié, végétal, euh, et donc si possible bio, local et de saison. Donc si vous voulez plus d'infos sur le concept d'ultra transformation, j'ai fait un épisode avec le docteur Fardet. Ça pourra, je pense, vous aiguiller pour mieux manger facilement, puisqu'il faut savoir que les aliments ultra transformés, quand on pense à ce terme, on pense fast food,
les aliments qu'on commande sur des applications de commande en ligne. Enfin, je vais pas citer de marque, mais vous voyez ce que je veux dire. On pense au soda, etc. Mais en fait, il faut savoir que il y a 75% en fait, de l'offre alimentaire en supermarché actuellement en France qui est dit ultra transformée. Donc voilà, c'est quand même assez important de savoir les repérer, de les limiter parce que voilà, c'est associé à des maladies métaboliques assez graves qui peuvent entraîner tout un tas de complications et c'est pas forcément top quoi pour vieillir en bonne santé. Pour Donc être sûr. comment les repérer? Peut-être rapidement comment les repérer? Ben souvent donc si on regarde le packaging, surtout si c'est des aliments à destination des enfants, on va retrouver un packaging extrêmement flashy, coloré avec des petites mascottes, notamment pour des petites petits déjeuners ou autres. Si on regarde la liste des ingrédients, ben c'est souvent des ingrédients en fait qu'on n'a pas dans notre cuisine à nous. En fait, on n'utilise pas nous des additifs en tout genre. On n'a pas ça dans nos cuisines pour préparer nos plats. C'est des produits qui sont extrêmement raffinés. Donc, on va avoir du sirop de fructose, de maïs, des fructoses en tout genre, voilà. Et le nombre d'ingrédients. Donc, au plus il y a d'ingrédients, au plus on a de malchance en fait d'être en présence d'un aliment ultra transformé. Donc, je pense à partir de 6 en fait. À partir de 6 ingrédients, il y a plus de 70% de chances d'être en présence d'un aliment ultra transformé. Donc, on ne dit pas qu'il faut pas les consommer, mais il faut essayer de les limiter, en tout cas. Voilà. D'accord. Donc, plus il va y avoir d'étapes, entre guillemets, entre l'aliment principal et le packaging à la fin, donc soit par ajout d'ingrédients, soit par modification, plus ça veut dire qu'il va être ultra transformé et plus il faudra le manger avec des pincettes. C'est ça, le manger occasionnellement en plus petite quantité. Donc bien évidemment, dans ce qu'on appelle un équilibre alimentaire, dans la pyramide notamment, le sommet, c'est ce qu'on appelle les extras. Donc voilà, tu peux dans ta journée te faire un petit extra. Après, effectivement, faut pas en manger des quantités astronomiques. C'est ça le problème, c'est qu'en fait ces aliments sont conçus par des ingénieurs en nutrition, enfin, bien le savoir. Et donc eux, ils ont étudié les associations de sel, de sucre, de gras, qui fait que quand on les mange, on a envie d'en prendre souvent un deuxième, un troisième, puis vider le paquet. Et donc c'est ça aussi qui est compliqué, c'est comment arriver à avoir une consommation raisonnée. Donc, si je finis le paquet c'est pas que de ma faute, c'est aussi parce que eux, ils ont fait une association de goût à Bien l'intérieur. sûr, ah Voilà, ça me bah oui, déculpabilise un ça, peu. je veux dire, enfin, ils dépensent, enfin c'est les industries agroalimentaires dépensent des peut-être, je connais pas le chiffre, on va dire des millions, mais c'est peut-être même des milliards en recherche et développement pour que leurs produits soient quand même attractifs au niveau du goût, par exemple. De toute façon, toutes les maladies chroniques qu'on a aujourd'hui, l'obésité, le diabète de type 2, etc., il n'y a pas de culpabilisation à avoir. C'est pas que de notre faute, c'est aussi l'environnement qu'on appelle obésogène, notamment. Il y a aussi des polluants qui favorisent l'accumulation de masse grasse au niveau du tissu adipeux. Il y a la génétique qui joue. Enfin donc, en fait, c'est des pathologies multifactorielles et la faute, à la fin, ne revient pas que à l'individu. Après, moi, je suis partisan de dire que effectivement, il faut aussi se responsabiliser. Mais, enfin voilà, une personne en situation d'obésité, il faut pas lui dire, ben voilà, t'es gros, c'est de ta faute, arrête de bouffer ton paquet de M&M's comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça marche pas comme ça malheureusement. Parce qu'on sait qu'au plus tu développes en fait une masse grasse importante, au plus en fait t'as une résistance à la perte de poids, notamment par des processus de fibrose du tissu adipeux. Donc la fibrose, c'est un peu comme du tissu cicatriciel. Donc en fait, ça va enfermer les cellules adipeuses et donc ça va protéger en fait le relargage des acides gras dans le sang, notamment. Donc voilà, il y a plein de processus qui font que bah maintenant on sait que l'obésité c'est une maladie chronique et on essaye de la traiter par diverses techniques. Je suis pas fan de la chirurgie bariatrique, mais pour le moment, en tout cas, selon la Haute Autorité de Santé et d'autres institutions internationales, c'est la voie la plus efficace, en tout cas en termes de balance bénéfice-risque sur le court et moyen terme. Tu Malheureusement. parlais, tu parlais de la pyramide. Et ça, je trouve que c'est important de s'attarder un peu dessus parce que ça donne aussi quelqu'un qui veut se lancer, qui veut se dire
qui a le constat qu'il mange pas bien ou pas sainement, ça lui permet aussi de donner les axes, entre guillemets, sur quoi prioriser et de se dire s'il y a un truc à quoi je dois faire attention maintenant, ça serait plutôt la base de la pyramide, je suppose. C'est ça, donc la base de la pyramide, c'est l'activité physique, l'hydratation, donc surtout l'eau, mais on tolère les boissons non sucrées comme le thé, les infusions, le café, mais c'est surtout l'eau. Et ensuite, on arrive du coup sur les légumes, tous les légumes, c'est d'en manger le plus possible. Et puis ensuite, il y a les fruits, puis les féculents. Ensuite, au-dessus, il y a tout ce qui est viande, poisson, volaille, légumineuses, etc. Et ensuite, tout au-dessus, il y a les extras. C'est top parce que je suppose, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que on conseille pas à quelqu'un qui veut entre guillemets se reprendre en main de dire tu fais tout bien dès demain, mais d'y aller Oui, par non, bien étapes. sûr, c'est par étapes. Bien évidemment, un professionnel de la santé, quand il reçoit un patient, son but, c'est à terme, d'atteindre les idéaux des recommandations, enfin l'idéal des recommandations. Mais bien sûr, il doit s'adapter aussi à l'histoire du patient, à voilà les difficultés que le patient a dans sa vie de tous les jours. Est-ce qu'il travaille de nuit ou de jour? Est-ce qu'il est plutôt sucré que salé? Est-ce qu'il y a des aliments qu'il n'aime pas manger? Enfin, il y a plein de choses qui font que tu dois t'adapter aussi à la personne, parce que chaque personne est différente, a une histoire différente et des contraintes différentes. Voilà, c'est une bonne indication pour savoir si la personne en face de nous est compétente ou pas. C'est si à aucun moment elle pose des questions Oui, c'est et si ça. elle dit Par voici la exemple, recette miracle. je sais pas, par exemple, un patient qui a l'habitude depuis son adolescence, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de comportements alimentaires qui s'ancrent en fait à la petite enfance, à l'adolescence, et qui du coup restent à l'âge adulte. Mais on va dire que il boit 2 litres de soda tous les jours. Bah, tu sais bien que tu vas pas lui dire, bon, monsieur ou madame, le soda, maintenant c'est fini, hein, vous allez plus boire de soda. Comme ça, du jour au lendemain, de 2 litres à zéro, ça va être compliqué, je pense. Bien, c'est C'est, ce qu'on a fait avec moi. Quand j'étais petit, je buvais énormément de soda et on a essayé le t'arrêtes. Bah ça marche pas. En fait, il faut plutôt essayer, voilà, de diminuer progressivement, un peu comme d'autres. J'aime pas le terme addiction, mais en tout cas, quand des comportements sont ancrés dans une routine, c'est très difficile de la changer du jour au lendemain, et donc faut y aller progressivement. Ça, c'est sûr. C'est ça le problème quand on parle avec quelqu'un de passionné, c'est qu'il est passionnant et du coup on dérive du sujet. Mais Oui, c'était pardon. top. Non mais moi ça me va. On va essayer de recentrer. Donc on a bien vu ce qu'il fallait pour bien manger. Si jamais je fais du sport, est-ce que je dois ajuster un petit peu mon alimentation et si oui, comment? Alors, bah déjà, euh, première info hyper importante, tout ce qu'on a dit sur bah voilà la pyramide alimentaire, l'assiette équilibrée, etc. En fait, elle s'applique aussi aux sportifs. Et enfin, on va peut-être trouver ça redondant comme réponse, pas satisfaisant, mais justement, moi, je trouve que c'est une belle opportunité. C'est de se dire que finalement, en fait, c'est déjà ça le plus important pour mes performances sportives. Parce que beaucoup d'athlètes pensent, bah voilà, tout de suite, nutrition, supplément, ça va augmenter de 100% mes capacités, mes performances. Mais non, en fait, c'est ce qu'on appelle dans la nutrition du sport le food first approach. Donc, on remet au centre chez le sportif d'abord son alimentation, parce que bien souvent son alimentation est déséquilibrée, ou en tout cas pas assez équilibrée de base. Et c'est ça qui va faire la différence. Et ensuite, quand il aura atteint cet équilibre alimentaire, qu'il sera éduqué, là on peut essayer de chercher les 1% en plus de performance via des compléments alimentaires. Mais ça c'est vraiment, entre guillemets, la petite cerise sur le gâteau. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à la nutrition du sportif aussi, un deuxième message important, et les gens, quand ils pensent nutrition du sportif, ils pensent à protéines. Mes apports en protéines, il faut que je prenne des protéines après, après mon entraînement, après les compétitions, protéines. Mais en fait, au final, donc c'est très important l'apport en protéines, ça je ne le nie pas, mais c'est pas pour moi dans le top 1 ou 2. Ça viendrait en top 3. La première chose, c'est pour la performance, une bonne hydratation. Faut savoir que déjà, une légère déshydratation peut diminuer les performances sportives de 10%, si on perd seulement 1% de notre poids en eau. Donc c'est pas négligeable en tout cas, enfin il faut le prendre en compte. Et en top 2, c'est les glucides.
Et donc souvent, à contrario, les sportifs pensent d'abord aux protéines avant les glucides. Mais Ouais. en fait, pour avoir la performance, c'est plutôt les glucides à favoriser, notamment avoir un bon stock de glycogène juste avant et pendant l'effort pour assurer comment je vais dire une bonne course ou une bonne pratique de la natation, etc. Et ensuite, ça vient en troisième position, les protéines. Mais en un et 2 pour la performance, c'est une bonne hydratation et euh, avoir un bon apport de glucides. Parce que souvent, en fait, on voit beaucoup d'athlètes diminuer les glucides. Et donc, ça, c'est c'est contre même la notion de performance, en tout cas. Alors, excuse-moi, il y a mon fils qui s'est mis à pleurer à côté parce qu'il a cassé sa sucette. Alors, je suis désolé, je lui fais manger une sucette pendant un enregistrement. Il n'y a pas de souci. Je sais que ça va pas avec le thème du podcast. Mais ça, c'est top ce que tu dis. Dans ma vie de tous les jours, que ce soit au boulot ou au sport, je me pose toujours la question, quelle est la chose qui aura le plus d'impact C'est ça. à réaliser ce que je veux faire? Et ça va totalement avec ce que tu viens de dire, du fait que ça sert à rien d'essayer d'optimiser quelque chose qui va avoir un tout petit effet. Par exemple, je vois ceux qui mangent n'importe comment, dorment mal, mais qui font de la cryothérapie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est exactement ça. C'est qu'au final, en fait, la base, elle change pas, et c'est ça qui est bien. Au final, c'est pas si compliqué que ça à pouvoir augmenter ses performances sportives. Après, il faut quand même rappeler que une des premières, une part non négligeable de la performance de très haut niveau. Donc là, je vais te parler vraiment de très haut niveau. Il y a une grande part de génétique, ça faut le savoir. Donc tout le monde ne peut pas courir un 100 mètres comme Usain Bolt ou nager comme Léon Marchand, voilà. Donc ça, il faut aussi bien se rendre compte que il y a des gens, voilà, c'est comme ça, la génétique est injuste, qui seront toujours plus performants que nous dans une discipline dédiée. Parce que voilà, ils ont des meilleures insertions, parce que ils ont une meilleure endurance, une meilleure capacité pulmonaire, que sais-je. Mais ça aussi, il faut se rendre compte que il y a beaucoup de génétique et d'hérédité chez les sportifs de haut niveau. Voilà. Tu aurais pu dire nager comme moi. Tu étais pas obligé de prendre Léo Marchand comme, comme exemple. J'ai essayé de prendre le premier nom, et puis comme voilà, j'ai été quand même assez impressionné de ses performances au JO. Voilà, j'ai pensé à lui, mais j'aurais pu dire comment il s'appelle, celui qui fait Danse avec les stars là en ce moment. Florent Manodou. Voilà, Florent Manodou. Alors, Mais anecdote, je peux dire voilà qu'il nage comme toi, bien évidemment. anecdote, il y a un jour, je fais une compète, je nage, je sors du bassin, et là, je vois Florent Manodou à ma gauche et Yannick Agnel à ma droite. Et on Ok. marche un petit peu, on parle vite fait. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis senti petit et ridicule entre deux qui culminent à 1m95, 2 mètres et qui sont quand Mais même. c'est des armoires à glace. Voilà. Enfin, déjà, rien qu'en photo ou en vidéo, c'est des armoires à glace. Alors, en vrai, j'imagine même pas, hein. C'est parfois assez désagréable. Donc, moi, ça m'a marqué. Je pense que eux, ils se souviennent pas de ce moment. Et voilà, moi, ça m'a marqué ce moment-là. Mais voilà, du coup, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui fait 1m95 et qui est une armoire à glace. Donc, évidemment, on retire pas leur niveau d'implication, les sacrifices qu'ils font, leur nombre d'entraînements, enfin voilà. Mais effectivement, c'est pas tout le monde qui a cette base-là génétique. Mais ça, du coup, faut le rappeler. Malheureusement, l'alimentation, le sommeil, voilà, lutter contre le stress, c'est bien, mais dans le très très haut niveau, il y a aussi beaucoup qui est joué au niveau de la génétique. Grosso modo, ils ont la très bonne terre pour pouvoir cultiver, mais parce qu'ils l'ont bien arrosé, parce qu'ils ont bien Après, respecté le reste, ça veut quoi. rien dire, parce que c'est vrai que parfois on a des retours d'athlètes de haut niveau qui disaient qu'effectivement, ils prenaient pas forcément en compte la nutrition, tu vois, par exemple. Et c'est pour ça que je te dis qu'au final, il y a quand même une part importante de génétique. En fait, la nutrition, c'est un facteur parmi d'autres de la performance. Et donc, ouais, t'as des fois des retours de gens qui ont été champions du monde de, voilà, XY, et qui vont te dire, bah, moi, j'ai jamais fait attention à l'alimentation et je le ferai jamais. Bah, après, tant pis pour eux, parce que une carrière, ça dure Oui, pas c'est ça. 20 ans, 30 ans. Donc, si après, ils sont cassés à 50 ans, enfin, c'est vrai que le sport de haut niveau, enfin, ça a des contraintes énormes sur le corps, hein. Donc, il y a beaucoup de sportifs qui, après l'arrêt des compétitions, vieillissent quand même assez mal. Ça aussi, il faut le souligner, hein.
Oui, non, tout à fait. S'ils arrêtent une activité physique à côté, on a, par exemple, chez les footballeurs, on a énormément d'exemples de joueurs de foot, voilà, qui deviennent en surpoids après leur carrière. Ah, enfin, le fameux Ronaldo. Par exemple, Qui- par exemple, par exemple. Une question qu'on se pose souvent, justement pour la nutrition et les sports, c'est quoi manger avant une séance? Comme je l'ai dit, ça va être un apport en fait élevé en glucides, des glucides qui seront facilement assimilables. Donc là, on quitte un petit peu l'alimentation équilibrée et on rentre vraiment sur la nutrition de la performance, puisque là, on pourra se permettre aller entre 4 heures et 2 heures avant un effort, de manger des plus grosses quantités de glucides, des pâtes blanches, du riz blanc. Donc là, tu vois, on va essayer d'éviter tout ce qui est féculent complet. On va plutôt aller sur des féculents un peu plus raffinés. Et donc ça, c'est pas un problème parce qu'on cherche justement à avoir un apport rapide de glucides pour recharger le glycogène dans les muscles. Et tu peux même, tu vois, finir après, donc tu peux même, bien évidemment manger ta viande, ton poisson ou tes légumineuses et tes légumes, mais les légumes déjà on va les réduire et on va, comment je vais dire ça, on va même prendre parfois, tu sais, en dessert des petites compotées, en fait on va essayer de diminuer les fibres, mais essayer d'avoir quand même des micronutriments. Donc voilà, c'est pour ça qu'on part parfois sur des petites compotées, sur du yaourt un peu sucré. Donc c'est vraiment donner un petit coup de boost en fait à tes muscles pour l'effort, pour préparer l'effort. Et donc ça on le fait entre 4 heures et 2 heures avant. Voilà, pour vraiment avoir ces stocks gonflés à bloc de glycogène pendant l'effort, surtout si c'est de l'ultra-endurance. Notamment ça, c'est vrai que le glycogène intramusculaire est extrêmement important pour la performance dans l'ultra-endurance. D'accord. Donc l'idée de ça, c'est de donner de l'énergie à son corps Qui va pour le pouvoir, stocker dans les muscles. voilà, Et pour donc ça va pouvoir servir de dépenser. carburant pendant l'effort. D'accord. Et on le fait en 2 et 4 heures avant pour qu'il soit prêt à Ah, utilisation entre guillemets. pour que tu puisses tout de même en fait avoir le temps de digérer tes aliments et d'assimiler donc le sucre en fait de ces aliments, parce que faire du sport en pleine digestion c'est très désagréable. Je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais avoir un estomac rempli quand tu fais un effort intense, en fait, c'est pas compatible. Il y a un moment donné, soit tu vas régurgiter vers le haut, soit vers le bas, mais il y a un moment donné, ça va pas aller, quoi. Enfin, après, ça va. Enfin, ça dépend effectivement du type d'effort, de l'intensité, et de la quantité ingérée. Bien évidemment, tout le monde ne va pas vomir s'il a le ventre plein pendant un effort. Le fait que physiologiquement, pendant un effort, en fait, ton corps, il est pas censé digérer des aliments. Il est censé apporter de l'oxygène à tes muscles et à ton cerveau pour fuir vite normalement le danger. À la base, c'est ça. C'est pour Oui, ça qu'on peut. parce que si jamais il digère, c'est juste qu'il y a une partie de son énergie qui sera pas utile pour avancer plus vite ou C'est en surtout fonction que du sport. le sang en fait va être redirigé vers le cerveau et les muscles et donc il y aura moins de sang disponible pour irriguer tous les organes du tube digestif et donc ça va diminuer déjà l'assimilation des nutriments et puis ça va comment dire, ça va faire que tu auras souvent des troubles digestifs en fait. Parce que ton corps il sera pas en état de digérer et d'assimiler correctement et donc à un moment donné, surtout si c'est un effort intense, il va vouloir évacuer d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut être des troubles intestinaux ou alors des vomissements. D'accord. Et c'est aussi pour ça qu'on limite les fibres, parce que les fibres, ça va Ça inciter à ça. fibre en fait, c'est parce que ça augmente la vidange gastrique et donc ça augmente le temps de digestion. Et là, on veut en fait des glucides rapidement et facilement stockés en glycogène. Parce que les fibres, il y a une partie, il y a une fermentation qui se passe au niveau de l'intestin par les bactéries. Et donc ça nous apporte des bonnes choses, mais dans ce cadre-là, en fait, ça va plutôt favoriser les troubles intestinaux. Parce que justement, le corps est pas en capacité de bien les digérer, bien les fermenter par les bactéries dans ces conditions-là. D'accord. Donc la prochaine question, je vais passer un peu au crash test. Au Euh, crash test, Au crash test. Et je vais te c'est-à-dire? dire ce que moi je mange comme en cas avant d'aller à Ouais. l'entraînement. Je le mange 1 heure et demie avant. Et ce que je conseille du coup aux nageurs que je suis. Et tu me diras si c'est adapté ou pas.
Là, je Ok. risque, hein, parce que si tu dis que c'est n'importe quoi ce que je mange, il y a Non, peut-être mais après, la moitié des nageurs que je vais être j'accompagne qui vont. tolérant, je vais être tolérant. Mais là, c'est bien parce que j'ai trouvé un article qui parle un petit peu des recommandations pour les pratiquants de natation. Donc, si tu veux bien, après, je vais te les parcourir et je pourrais même t'envoyer l'article si tu veux. Bah oui, carrément. Alors, moi, je mange 1 heure et demie, 2 heures avant mes entraînements. Là, c'est pour un entraînement d'1 heure et demie avec, par exemple, un tiers d'intensité dedans. Je mange un yaourt avec des amandes et du miel. Mhm. Est-ce que c'est bon ou pas? Là, je Alors, stresse, hein. du stress. Bah, déjà, pour, quelle quantité d'amandes tu utilises? C'est ça aussi qui va déterminer ma réponse. La quantité. Est-ce que c'est une poignée ou est-ce que c'est deux poignées? Non, c'est une petite poignée parce que j'aime pas trop ça. Ok. Parce qu'en fait, souvent, on va quand même essayer d'éviter les fruits oléagineux. Parce que Ouais, c'est des super, enfin, je veux dire, c'est des bons aliments parce que j'aime pas le terme super aliment. Pour moi, ça n'existe pas. C'est des bons aliments, mais en fait, ils sont très riches en lipides et en fibres. Et donc, en fait, comme je te disais tout à l'heure, ça va être, enfin, contre-productif dans le sens où ça va quand même demander pas mal d'efforts de digestion. Donc, il faudrait que tu prennes ça vraiment, allez, je vais dire, 2 heures avant, quoi. Pour être d'accord. sûr que ça soit pas trop lourd sur ton estomac, parce que c'est vrai qu'avant un effort intense, surtout s'il est intense, on essaye de réduire un peu les lipides et les fibres. Si je peux enlever les amandes, Tu t'es pas forcément obligé de les enlever, mais vraiment mettre quelques amandes, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le sport, surtout d'ultra-endurance, on évite les fruits oléagineux avant une séance. On part vraiment sur des compotés, voilà, comme tu dis, un yaourt avec du miel ou du sirop. Là, c'est vrai qu'on sort un petit peu du cadre de base de l'alimentation équilibrée, puisque souvent on dit bah manger des céréales complètes, etc. Là, on va être vraiment sur des céréales qui seront raffinées, donc plus blanches, comme j'ai dit tout à l'heure, du riz blanc, des pâtes blanches, des pommes de terre. Parce que ça, c'est vrai que c'est souvent négligé, mais les pommes de terre, c'est une bonne source de glucides et d'autres composés. Donc, il n'y a pas que les assiettes de pâtes avant les efforts d'ultra-endurance pour les sportifs, pour pouvoir diversifier son alimentation. Mais yaourt avec du miel et un tout petit peu d'amandes. Après, voilà, si du coup, t'es pas obligé de mettre les amandes si t'aimes pas ça. Parce que là, du coup, tu vois, il y a déjà une dissonance. Tu dis que t'aimes pas ça, mais t'en manges. parce que mentalement, les amandes, je les ai rajoutées parce qu'un de mes coachs disait qu'il faut en prendre 2, 3 avant les entraînements. Et tu as ce côté-là où je sais pas si ça me fait du bien physiquement, Ça te mais rassure mentalement, peut-être. ouais, ça me met dans. Par exemple, je Après, tu vois, pense que c'est vraiment deux, trois amandes, c'est bon, tu vois. Mais si t'es plus sur une grosse poignée, là, ça va être... Ou alors, faut le prendre plus tôt, quoi, dans la journée. Parce que c'est vrai que dans l'ultra-endurance, comme j'ai dit, on part vraiment sur avoir un maximum de glucides dans ses repas pré-entraînement ou compétition, et avec des aliments qui sont digestes. Et c'est vrai que les lipides et les fibres sont plus difficiles à digérer que les glucides et les protéines. d'ailleurs, j'écoutais un podcast il y a pas longtemps de Bertrand Souillet et j'étais d'accord avec lui qui disait que son corps, quand il mangeait certains éléments, par exemple le matin d'une course importante, il avait tout le temps le même petit déjeuner qu'il mangeait qu'à ce moment-là. Et du coup, le corps, il assimilait, Ok, ou plutôt son esprit. ça je pense que Toi, c'est plutôt un truc pour se rassurer, dans le sens où bah, ça le met en fait dans une sorte de routine et donc de conditionnement. En fait, il s'est trouvé cette petite routine de conditionnement qui fait que il se prépare mentalement et physiquement à l'effort qu'il va faire. Et donc le même repas en fait, c'est pour le rassurer et se mettre dans cette espèce de pas de cérémonie, mais tu sais, c'est un petit peu collégial quoi. Genre tout à chaque fois avant tel type de séance, je mange tel petit déjeuner. C'est très procédural, mais ça permet parfois à certains athlètes de voilà de se mettre en condition avant un effort. comme le fait d'avoir tout le temps le même caleçon quand tu fais un match de foot Ouais, ou. voilà, c'est ça. C'est pour se rassurer, hein. Chacun trouve des trucs. Il y en a, c'est des bracelets. Il y en a, c'est des caleçons. D'autres, apparemment, c'est des petits déjeuners. Ça, chacun fait comme il le souhaite. J'imagine que, enfin, il fait pas ce type d'effort tous les jours et donc il mange pas le même petit déjeuner tous les jours. En tout cas, Non, non, j'espère non, pas pour c'était. lui, parce que sinon c'est assez monotone. Et
Tu parlais du coup d'un article. Ouais, tout à fait. Je vais quand même avoir un petit copion parce que j'ai pas envie de dénaturer l'article. Mais donc ça reprend en fait les recommandations en macronutriments pour les pratiquants de natation, pour les protéines, les glucides et les lipides. Donc déjà pour justement les glucides, euh, là ça va dépendre en fait si tu es dans une session de basse intensité ou de haute intensité. Donc au niveau d'une basse intensité, on est à peu près à du 6 grammes par kilo de poids de corps et par jour de glucides. Voilà. Donc ensuite, juste avant l'effort, on essaye d'éviter de prendre, d'avoir son repas entre une fenêtre de 4 heures et 2 heures avant. Et pendant l'entraînement, bah là, malheureusement pour les nageurs, c'est très difficile en fait d'avoir des apports pendant un effort, en tout cas dans une compétition. Pendant un entraînement, on peut s'arrêter pour prendre par exemple une boisson de l'effort, mais en compétition malheureusement on peut pas. Donc c'est pour ça qu'en fait il disait de vraiment blinder les Faire le glucides stock. ouais voilà, c'est ça, dans les 48 heures. Et donc c'est là où j'y viens. C'est 10 à 12 grammes de glucides par kilo de poids de corps par jour, euh, 48 heures avant un effort de haute intensité. Alors, 10 grammes par poids de corps. 10 à 12 grammes par kilogramme de poids de corps par jour. Ouais, je vais prendre 10, hein, ça sera plus facile pour les calculs. Moi qui fais 93 kilos, ça veut dire qu'il faut que je mange 1 kilo de glucides par jour si je veux faire mon stock. Ouh là, attends, là je sais pas si ton calcul est bon. Ouais, bah ouais 830 grammes du coup. 900. Parce que malheureusement, je fais 93. Ah oui, pardon, j'avais entendu 83. Et il Oui, faudrait que je ouais. fasse 85, mais je fais 93. Donc, mais comme ça permet de visualiser un petit peu en amont de la course. Donc ça, c'est 2 jours avant. C'est donc 10 à 12 grammes par kilo de poids de corps par jour. Ensuite, 3 à 4 heures avant ton effort très intense en natation, là, tu peux prendre 2 grammes de glucides par kilo. D'accord. Ensuite, après l'entraînement, tu dois prendre 1 gramme par kilo de glucides. Pour recharger ce qu'on a perdu. Ouais, c'est ça. C'est très important. Pour les protéines, j'étais assez étonné, je t'avouerai. Parce que souvent, chez le sportif, on dit souvent entre 1,2 grammes par kilo de poids de corps par jour de protéines et jusqu'à 2 grammes pour certains sports. Et ben là, effectivement, pour la natation, donc pour les athlètes de très haut niveau, donc qui s'entraînent tous les jours, qui ont des compétitions très intenses et des séances très intenses, on peut aller jusqu'à 2 grammes de protéines. Voilà, ça j'ai été assez étonné, je t'avoue. Pour moi, les 2 grammes, c'était plus pour des sports de force comme un peu le bodybuilding, etc. Mais apparemment, la natation, c'est une pratique qui est extrêmement intensive pour le corps et donc il faut recharger les protéines qui ont été voilà, dégradées pendant l'effort et donc on peut aller jusqu'à 2 grammes. On m'a toujours dit que les protéines, ça servait à réparer le muscle qui était un petit peu abîmé après l'effort. Est-ce que c'est vrai Eh ou oui, pas? tout à fait. Oui, c'est ça, on peut résumer Ouais, comme ouais. ça. On peut simplifier comme ça. Après, voilà, les protéines n'ont pas que ce Oui, oui. rôle-là, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que dans le cadre du sport, c'est effectivement pour un petit peu réparer les lésions qui ont été faites par l'effort. Et donc ça, c'est par jour. Après entraînement, tu peux aller jusqu'à 0,3 grammes par kilo de poids de corps. Donc si on prend quelqu'un de 70 kilos, ça fait 20 grammes de protéines dans les 4 heures 3 à 4 heures qu'ils ont suivi l'effort. Parce que c'est vrai que la fenêtre anabolique, c'est une douille de l'industrie des compléments alimentaires, hein. Vous pouvez avoir une bonne synthèse protéique si vous prenez votre repas même 2 à 3 heures après votre entraînement. Vous n'êtes pas obligé d'absolument consommer des boissons protéinées dans les 30 minutes post-effort. Ça, je pense c'est vrai que c'est un message important Oui. à Alors, dire. c'est pas Tout, que, c'est pas que eux, hein, parce que moi, je sais qu'en tant que nageur, on aimait bien dire, ben, on a 30 minutes pour manger un McDo après. y a rien qui va dans ta phrase, Théo. Déjà les 30 minutes, du coup, bah voilà, c'est un mythe. En tout cas, ça a été poussé par la propagande de l'industrie du complément alimentaire. Et ensuite, un McDo. Pourquoi un McDo? Parce que c'était sur la route de la Ouais, je compète et comprends. que ça donnait Ouais, l'excuse. du coup, j'ai quand même vite finir pour Oui, les bien sûr. lipides. Donc, pour les lipides dans les sessions à basse intensité, là, on est sur les standards classiques, donc 30 à 35% de l'énergie.
Et pour les hautes intensités, là, on est entre 20 et 25% d'énergie. Donc, on diminue un petit peu les lipides, comme je t'avais dit au final, pour les sports d'ultra-endurance. Hein. Et donc, ça, voilà, c'est pour tout ce qui est macronutriments. Après, voilà, effectivement, il faut un plan pour l'hydratation. Comme je l'ai dit, c'est ultra important de régulièrement de régulièrement boire dans sa journée. Il faut essayer de mettre en place des stratégies. Par exemple, déjà avoir une gourde ou une bouteille attitrée. Comme ça, en fait, on voit la quantité qu'on a bu au fur et à mesure de la journée. Et pas hésiter, au début, en tout cas, quand c'est pas encore un réflexe, de se dire à toutes les heures, je bois 1 à 2 gorgées de ma bouteille, de ma gourde, pour justement, en fait, éviter d'avoir une déshydratation même modérée ou légère, qui fait que, au final, on performe moins. Et tout ça, faut le continuer après l'effort. Donc c'est vrai que souvent après un entraînement ou une compétition, on peut se relâcher, mais en fait il faut continuer à hydrater le corps et du coup aussi à prendre un repas dans les 2, 3, max 4 heures, mais c'est mieux 2, 3 heures après max, pour recharger les stocks de glycogène et resynthétiser des protéines dans les muscles. Et pas au McDo. Au McDo, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur repas de récupération que j'ai entendu de ma vie, mais Mais j'ai grandi après, depuis. Hein. c'est pas grave. Déjà, rien que gustativement parlant, je préfère un repas autre que McDo, rien que pour le goût. Mais en Mais tout quand cas, les... voilà, c'est vrai que cette étape de récupération est souvent négligée des sportifs, mais elle est aussi importante parce que au final, ça peut induire, si on récupère mal, ça peut induire de la fatigue et mener à des blessures. Notamment, c'est ce qu'on appelle le déficit relatif énergétique du sportif, les REDS en anglais, où justement il y a beaucoup de sportifs qui ne mangent pas assez par rapport à leurs besoins énergétiques, et donc du coup ils développent ce déficit relatif énergétique et développent des fractures de fatigue, enfin en tout cas tout un tas de blessures, de l'irritabilité. Pour les femmes, c'est des troubles de menstruation. Avant, on appelait ça la triade de l'athlète, mais c'était très féminisé, donc c'était très porté sur la femme athlète. Et donc maintenant, on a appelé ça le déficit relatif du sportif, pour prendre globalement aussi les hommes dans le lot, parce qu'on a remarqué qu'effectivement, quand les besoins n'étaient pas atteints, ils étaient plus susceptibles d'avoir des fractures et d'autres blessures, voilà. Dans toute cette partie-là, il y a plusieurs choses que je trouve top. C'est déjà de parler en termes de grammes par poids de corps. Ça, c'est Chose qu'on n'a souvent les pas tout le temps. recommandations, soit c'est en pourcentage de l'apport énergétique, soit c'est en grammage. Et Mais, souvent, les glucides et protéines, c'est en grammage, on préfère. mais du coup, tout de suite, ça montre la compétence de l'interlocuteur qui nous parle, s'il nous parle en grammes de poids de corps et pas juste en mode il faut manger 1000 calories dans ta Ah oui, ça, journée. de toute façon, c'est tellement spécifique à chacun, ça. Parce que c'est très difficile d'évaluer précisément la dépense énergétique d'un individu. Il y a des structures universitaires et hospitalières qui peuvent le faire, tu vois, mais enfin, c'est pas tout le monde qui a accès à ce type de matériel, et donc souvent c'est une estimation aussi. Quand on est un simple professionnel en libéral, par exemple, c'est souvent basé sur des formules, mais on sait que ces formules ne donnent pas la vérité exacte sur les dépenses. Donc après ça, ouais. C'est aussi un peu l'enjeu et la difficulté de la nutrition, c'est que c'est quand même beaucoup d'estimation au final. Et deuxième chose importante, c'est que ça varie. C'est pas une règle stable pour tout le long, ça va dépendre de ta programmation sportive et tout. Oui, Et de sa vie en général, effectivement. donc le but c'est pas de mesurer forcément tout ce qu'on mange, mais si déjà on comprend un peu comment ça se passe, je pense que c'est plus facile d'adapter son assiette après, notamment pour Ouais. les personnes qui veulent perdre du poids, de penser à adapter au fur et à mesure Ah de toute façon, je t'ai l'assiette quoi. dit, tout changer, un comportement alimentaire du jour au lendemain, c'est voué à l'échec. Il y aura de la frustration. En fait, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler, je pense que oui, vu que t'es dans le monde du sport. Mais c'est cet effet qui fait que, on va enchaîner un régime très restrictif. Ensuite, on est frustré, et puis on a extrêmement faim, et donc on craque.
et puis on reprend du poids, et puis on refait un régime, et au final, le poids qu'on a perdu, et il est même pas compensé par le poids qu'on a repris. Et parfois, souvent, sur le long terme, on prend plus de poids que ce qu'on a perdu avec le Euh, régime restrictif. Et pour revenir du coup aux sportifs, c'est vrai qu'il y a énormément de régimes à la mode. J'en ai touché un petit mot tout à l'heure, mais peut-être on peut finir là-dessus. Donc tout ce qui est régime intermittent, régime cétogène, ça me tient à cœur de le dire, donc c'est pour ça que je reviens dessus. Régime Vas-y. paléo, ce sont pas des régimes adaptés pour un sportif. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Euh, pour tout ce qui est régime allez, type jeune, si c'est pour des questions culturelles ou religieuses, il n'y a pas de souci. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, en sachant très bien que ça peut diminuer, et ça je l'ai vu dans une étude, ça peut diminuer la performance pour les pratiquants de natation, de faire le ramadan. Mais bon, si c'est culturel, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, tout ce qui est jeûne intermittent, pour la performance, c'est contre-performant. Comme on l'a dit, le but c'est d'avoir un maximum d'apport en glucides, c'est d'être bien hydraté, etc. Et c'est pas compatible en fait. Par rapport au régime cétogène, déjà la plupart des sportifs ne font pas de régime cétogène, c'est un mensonge. Le régime cétogène, ça vient du fait justement de traiter l'épilepsie réfractaire aux médicaments. Et donc, c'est plus de 70% de son apport énergétique en lipides, donc en graisse. Et sur le long terme, c'est impossible à tenir. Donc, vous faites du low carb. Je veux rien savoir, vous faites du low carb. Donc, c'est-à-dire, et du low carb, c'est dans son nom, c'est pauvre en glucides, c'est contre-performant. Donc, voilà, il y a beaucoup de contre... Enfin, voilà, donc je tenais peut-être à finir sur ça. Pour un principe de performance, ces régimes-là, si vous pouvez enfin, il n'y a pas de bénéfice sur la performance, donc si vous pouvez les éviter, évitez-les. De toute façon, on a commencé en disant que bien manger, c'était manger varié en partie. Donc, est-ce que tous les régimes qui te disent il faut que tu arrêtes de manger complètement cette partie du C'est ça le spectre? problème, c'est que souvent ces régimes, ils sont très restrictifs dans le sens où ils vont retirer des catégories d'aliments, tu vois. Et donc il y a tout un tas de micronutriments et de macronutriments qu'on aura en moins grande quantité. Par exemple, c'est vrai que du coup, je suis pas revenu dessus, mais le régime paléo, donc dans l'idée de manger comme ses ancêtres, c'est très bien, puisque du coup, ça a dans le sens de manger moins ultra transformé. Donc dans un sens, c'est bénéfique. Mais le problème, c'est que du coup, ça tire des catégories d'aliments, notamment les produits laitiers, tout ce qui est produits céréaliers. Et donc, en fait, c'est tous des aliments qui sont maintenant devenus essentiels dans notre équilibre alimentaire. Et donc, sauf, par exemple, intolérance au lactose ou allergie aux protéines de lait, il n'y a pas de raison valable pour un occidental blanc caucasien de boire du lait, par exemple, ou de consommer des produits Ouais. laitiers. De toute façon, le côté médical, c'est à chaque fois, c'est ça qui domine. Hein. C'est si à un moment il y a un docteur qui nous dit attention pour votre santé, il faut faire ça ou ça. Là, nous, on parle d'une alimentation pour optimiser sa performance. Et Ouais, tout à forcément, fait. la sécurité de la santé et de la vie, ça, ça prédomine. Du coup, le corps, je suppose que si la nutrition a pour but de répondre à ses besoins, le corps Ouais, doit sans doute nous envoyer des signaux en cas ouais. de manque. Est-ce que tu peux nous en parler, justement, pour essayer de tirer Alors le là, signal d'alarme ah, ou pas? c'est très C'était pas compliqué prévu. ça. Ouais, non, c'est pas que c'était pas prévu, c'est que c'est très compliqué à répondre parce que là, on va venir du coup sur le sujet de tout ce qui est alimentation intuitive. Puisque ça, c'est du coup de se dire, ah ben le corps, c'est nous envoyer des signaux pour... du coup, on est capable de percevoir ces signaux et donc d'adapter notre alimentation selon nos propres besoins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Mais malheureusement, en fait, ça a l'air d'être, allez, prometteur. Par exemple, pour des patients, enfin, certains patients, mais il n'y a pas assez, en fait, de recul scientifique et d'études scientifiques pour le préconiser. D'accord. Donc moi je ne le conseille pas pour l'instant. En tout cas, à ma connaissance, je trouve qu'il n'y a pas assez de recul et d'études pour aller dans ce sens-là. Mais effectivement, je pense que, enfin, le corps est quand même assez bien fait. Hein. Faut se rendre compte que c'est une machinerie bien huilée, bien rodée. Et il y a certainement parfois des sensations que notre corps reçoit qui fait qu'on va manger plutôt tel aliment que tel aliment, tu vois. Ça, D'accord. j'en suis Alors, persuadé. sans forcément aller jusque-là, par exemple, alors peut-être que je me trompe, mais quand par exemple, mes urines sont plus foncées, je me dis c'est que j'ai pas bu assez et que, du coup, je bois plus Ok, après. dans ce type-là. Ah oui, moi je pensais que tu parlais, genre par exemple, je sais pas, t'as un petit déficit en fer.
Mais toi, tu le sais pas, t'as pas fait de prise de sang. Donc, ton corps sent que t'as un manque de fer, et donc il va te faire aller vers des comportements alimentaires qui vont te faire manger, par exemple, plus de viande. Non, 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 c'était plus Ok, des signaux pardon, mais que c'est moi les alors gens lambda. qui ai mal Non, non, compris mais ta question. Mais les c'est aussi signaux, intéressant, hein, l'alimentation intuitive. oui, les signaux que les gens entre guillemets lambda peuvent voir. Par exemple, Mais je donc manque effectivement, d'énergie, voilà, c'est que. les urines, c'est un bon indicateur pour son niveau d'hydratation. Donc il faut toujours viser des urines claires, donc pas transparent, mais vraiment claires. Et donc dès que vous avez les urines foncées, enfin ça traduit déjà un signe de déshydratation. Donc là, il faut pas hésiter à boire, en fait, si on constate des urines foncées. Donc ça, c'est pour l'hydratation. Après, pour les autres macronutriments, c'est plus compliqué de te répondre. Tu vois, il y a moins de signaux qui pourraient me faire dire, ah bah là, il y a un manque de glucides ou lipides. Là, c'est plus compliqué de te répondre. Si j'ai un petit coup de mou à l'entraînement, est-ce que ça peut vouloir dire qu'il faut que j'augmente un peu les glucides avant Bah ça ou veut dire on que, n'est pas assez précis justement et vaut en mieux fait, pas interpréter? tout dépend en fait de ton coup de mou. C'est-à-dire si effectivement t'es à la fin de ton entraînement et t'as fait je sais pas 4 kilomètres déjà de crawl, bah je te dirais qu'en fait c'est pas, enfin c'est un coup de mou justifié. Mais si c'est au début de ton entraînement, ce petit coup de mou, ça peut potentiellement traduire qu'effectivement t'as pas assez pris de glucides dans la journée. Et donc bah t'as ton glycogène musculaire a été déjà extrêmement bas, et donc t'as pas assez d'énergie sur le moment pour assurer l'effort. Et donc là, on viendrait peut-être dans ce que je disais tout à l'heure avec le RED-S. Donc peut-être que t'as pas adapté tes besoins à tes dépenses, mais ça peut tout simplement dire que bah voilà, ça fait plusieurs jours que tu dors mal, et du coup bah c'est normal, t'es moins productif, ou que bah je sais pas, il y a quelque chose dans ta vie qui te stresse, et donc bah t'es moins, c'est très énergivore d'être stressé, donc ça peut aussi impacter les entraînements. Et donc, enfin, il faut pas tout interpréter comme je remplis pas mes besoins, quoi. Ça dépend D'accord. vraiment du timing, en fait, il faut avoir une vision globale de ce coup de fatigue. Tu C'est peut-être à comprends, ce enfin, moment, ouais. Et c'est à ce moment-là où c'est peut-être, ça peut être intéressant si on voit qu'on a des coups de mou répétés ou qu'on n'arrive pas à gérer, d'aller après, voir un si nutritionniste ou pas. c'est répété, là, c'est vrai il faut commencer à se demander s'il faudrait pas effectivement consulter un professionnel de la santé, voire même un médecin, hein, une prise de sang rapide pour voir si, bah, par exemple, voilà, on n'a pas une carte déficit en fer, notamment. Parce que ça peut aussi jouer sur l'effort, et surtout chez les femmes athlètes, vu que, bah, voilà, avec leurs règles menstruelles, ils perdent quand même pas mal de fer, et donc ils doivent quand même surveiller ce paramètre-là un peu plus que les hommes, notamment. Mais en fait, il faut peut-être pas pour les sportifs amateurs, mais en tout cas, à partir d'un certain niveau, je pense qu'il vaut quand même mieux se tourner vers un professionnel du sport pour être accompagné, et donc un médecin du sport et un diététicien du sport. Alors, petite parenthèse, c'est Théo le monteur qui vous parle. J'ai longtemps hésité à couper une partie de l'échange qui vient de se passer entre Arthur et moi, parce que ça peut sembler un peu flou, mais je pense qu'il est important. Parce que ce que dit Arthur ici, c'est que le corps nous envoie parfois des signaux, comme la couleur des urines pour l'hydratation, mais que tout n'est pas interprétable si facilement. On a souvent envie de tout expliquer par l'alimentation, mais ce n'est pas toujours si simple. Donc les signaux que nous envoie et qu'on arrive à interpréter, qu'on peut interpréter, c'est des signaux très globaux. Euh, tu manques d'énergie, tu manques d'eau, etc. Si c'est un peu plus poussé, c'est à ce moment-là qu'il faut se diriger vers des professionnels. Voilà, je vous laisse replonger dans cet échange passionnant. Pour résumer, est-ce qu'on peut dire que déjà, si on mange varié avec des fruits de saison et le plus local possible, même si c'est pas forcément tout le temps évident, on minimise quand même les risques de malnutrition? Bah, effectivement, oui. Ça c'est un grand oui. Je veux dire, après, parce que le terme malnutrition, en fait, peut être dans les deux sens. C'est-à-dire soit en excès, soit en déficit. Donc, toi, peut-être tu voulais dire dénutrition.
Non, moi Les j'étais deux? dans les deux, Les c'est... deux? Ok. Bah alors, oui, moi je te réponds oui. Effectivement, si tu manges une assiette qui est équilibrée, variée, colorée, avec beaucoup de légumes, des fruits en dessert, t'alternes entre viande, poisson, volaille et légumineuses et alternatives végétariennes. Tu prends en collation des produits laitiers. Enfin, je veux dire, quand tu démarres déjà de cette base-là et que tu t'hydrates bien, pardon, ça c'est vrai que l'hydratation, je voulais revenir, c'est important, bah tu pars déjà d'une très bonne base qui vont te permettre d'avoir un bon équilibre de vie et donc ça va découler une bonne performance. Donc ça, c'est pour la vie de tous les jours. Pour la vie sportive, en amont, je recharge un peu les, Les les glucides, réserves, à part ouais. celles en lipides, où là, on diminue pour Bah donc garder on l'énergie. rappelle, hein, numéro un 2 ça se bagarre, c'est hydratation glucides et ensuite numéro 3 l'apport en protéines. Et on n'oublie pas, ce qu'on a tendance à oublier, de les recharger une fois qu'on a fait, quoi. Ouais, De bien refaire penser le stock. à la récupération, parce que c'est vrai que parfois on se relâche un peu pour par exemple, pour les gens qui courent des courses, allez, des 10 km, 20 km, etc., ou des marathons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs, après le marathon, ils boivent une petite bière. Je pense pas que c'est la meilleure façon de récupérer. Mais à coup de pas, je l'avoue, je l'ai déjà fait aussi. Mais Oui, c'est pas t'as forcément... habité Lille et Bruxelles. Me fais pas croire que t'as pas Ouais, fait ça. ouais, effectivement. Donc je ne ferai pas l'hypocrite. Je l'ai fait aussi. Mais effectivement, c'est pas la meilleure récupération possible. Le McDo, ce n'est pas le meilleur repas de récupération. Voilà, t'as brisé toutes mes envies d'après-course. Ça y est, c'est fini. Non, mais top, on a une vue globale. J'espère que je t'ai apporté le plus d'informations pertinentes pour ton podcast, que bah voilà, les auditeurs vont te suivre régulièrement sur tes réseaux et vous pouvez aussi également me suivre sur les miens, donc Nutrition Sport Health, voilà, sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Echo. Je mettrai les liens dans la description, notamment, il y a pas longtemps, l'épisode que tu as fait avec le diététicien du club de rugby. Ah oui, avec Julien Réberol. Maintenant, donc il fait plus dans le rugby, là maintenant il est diététicien de l'Olympique de Marseille. Ah Donc ouais? je vais peut-être lui demander de faire un podcast sur l'alimentation du footballeur. Mais Bah ouais. ouais, là maintenant il a level up, comme on dit. Et du coup maintenant il est voilà diététicien du sport à Marseille. Bah si Julien t'écoute ce podcast, je te fais des gros bisous hein, bien évidemment et on se tient au courant parce que il y a bientôt Lille Marseille justement donc on va peut-être se voir à cette occasion. Bien, ouais, je dis ça comme ça, je suis fan de l'OM. Donc, Bah voilà, bah je peux être à Lille il est aussi. sur les photos officielles du compte Instagram de l'OM. Je te les enverrai si tu veux, je Bah t'enverrai les ouais, photos. carrément, avec plaisir. Et puis, et je serais ravi de partager un verre d'eau et une salade verte à Lille lors du Si match. tu viens à Lille, il y aura quelques bières quand même, hein. On sera pas dans la nutrition de la performance. Un grand merci. Bah, Déjà, merci à merci toi pour ta d'être là. confiance. Merci pour ton podcast qui me sert beaucoup et que j'écoute avec intérêt dès que ça sort. Merci beaucoup. Ouais, on n'a pas forcément toujours l'occasion d'avoir des retours sur le travail qu'on fait tous les deux sur YouTube. Donc, bah, je prends, bah voilà, je prends tout ça et je te remercie beaucoup de le souligner. Avec plaisir. Bah écoute, je te Euh, souhaite une belle journée ouais, à vous et à aussi et à bientôt. On très garde vite. contact. Salut. Avec plaisir. C'était un plaisir d'échanger avec Arthur et j'espère que tu as appris autant de choses que moi. Son approche est à la fois accessible, précise et super utile quand on veut optimiser sa préparation. Je te conseille vraiment d'aller écouter ces podcasts si tu veux creuser la nutrition, progresser et mieux comprendre comment ton corps fonctionne. C'est une mine d'or. D'ailleurs, après l'enregistrement, je me suis rendu compte que j'avais oublié de lui poser une question importante. Alors je lui ai envoyé un vocal sur Instagram et il m'a répondu. Je te partage cet échange juste après. Et si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner, à le partager ou à laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Allez, voici la question bonus. Salut Arthur, je suis désolé, il y a une question que j'ai oublié de te poser, que je pose à tous les invités, donc je te le fais en vocal, et puis si tu veux bien me répondre en vocal, comme ça je le mettrai à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me conseilles, qui est en lien de près ou de loin avec la natation, parce que j'arrive à trouver après un angle d'attaque, que tu me conseilles d'inviter et avec qui tu pourrais me mettre en contact?
Voilà, merci de ta réponse, à très très vite. Pas de souci, Théo. Donc, si j'avais une personne à te recommander pour ton podcast, ce serait ben voilà le docteur Kevin Cessel dont t'ai parlé durant ce podcast. Ben, notamment si tu veux refaire un épisode sur la nutrition. Et voilà, je te mettrai en contact avec lui avec plaisir. Allez, salut, à bientôt, Théo.